Bonjour, voici une nouvelle version de la vidéo montrant que la vue de Manhattan sur White Plains permet de se faire une idée de la forme de la Terre. Avant de commencer, je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont pris la peine de commenter les versions précédentes. Grâce à eux, j'ai appris qu'il ne fallait surtout pas hésiter à préciser ce qui devrait pourtant être une évidence pour tout le monde, sauf pour les crétins de mauvaise foi. J'ai appris l'échec définitif de l'ineffable Mike Hughes pour montrer à quoi ressemble l'horizon terrestre à haute altitude. C'est ballot, d'autant plus qu'il n'était pas nécessaire de déployer autant d'efforts, on peut s'en faire une idée de bien plus bas, mais à condition de ne pas se tromper de sens. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut regarder, mais dans celui-ci. Mais avant, un rappel sur la perspective. Appliquées à la photographie, les règles de la perspective permettent de se faire une idée de la profondeur d'un paysage grâce à la taille respective des objets, situés à des distances différentes, mais enregistrés sur une surface plane à deux dimensions. Par exemple, la grande tour métallique au loin est bien plus grande dans la réalité que les piliers devant, alors que c'est l'inverse sur cette image. Dès qu'on a repéré des lignes parallèles sur une photo, ici les dalles au sol et au plafond d'un terminal de JFK à New York, on peut tracer des lignes dites de fuite qui convergent vers un point, le point de fuite, par où passe une ligne horizontale qu'on appelle la ligne d'horizon. La ligne d'horizon se situe toujours à la hauteur de l'objectif par rapport au sol. Ici, la caméra, installée dans la salle 304 du musée du Louvre à Paris, est à environ 55 cm de hauteur par rapport au sol de la salle 305 à laquelle on accède en montant quelques marches. Sur cette autre photo, l'objectif est à 3,50 m de hauteur par rapport au sol de la galerie Daru, toujours au Louvre. C'est compris, la ligne d'horizon est toujours au niveau de l'œil de l'observateur ou de l'objectif de sa caméra, et ni l'angle de visée ni la focale utilisée ne modifient sa position, que ce soit à 28 mm de focale en visant en bas, à 42 mm en visant en haut, ou à 70 mm en visant tout droit. Par ailleurs, le terme ligne d'horizon est la source de bien des malentendus. Il vaudrait mieux parler de la section plane, parallèle au sol, située à la hauteur de la caméra. La ligne d'horizon est la projection de cette section plane sur l'image, et elle n'a rien à voir avec la séparation entre la mer et le ciel, au loin, vue du bord d'une plage, ce qu'on appelle l'horizon. Si on peut parfois avoir l'impression qu'horizon et ligne d'horizon se confondent, c'est en fait une illusion due aux limites de notre acuité visuelle qui ne nous permet pas de distinguer les deux au-delà d'une certaine distance. En réalité, cette photo n'offrant aucune ligne de fuite, il est impossible de situer exactement la ligne d'horizon. Elle a été prise sur le chemin de douane à Saint-Quay-Portrieux, et la ligne d'horizon doit se situer plus haut, toujours à la hauteur de l'objectif. C'est compris, horizon, ligne d'horizon, il ne faut surtout pas confondre. Si on connaît la taille d'un objet, la ligne d'horizon permet de connaître la hauteur de l'objectif par rapport au sol. La stèle de Bâle aux foudres, exposée au musée du Louvre, mesure 1,42 m, merci Wikipédia, et occupe 719 pixels sur la photo brute. La distance en pixels entre le sol et la ligne d'horizon, 835 pixels, donne à l'aide d'une simple règle de 3 la hauteur de l'objectif par rapport au sol, 1,42 m divisé par 719 multiplié par 835, soit presque 1,65 m, logique pour un photographe de 1,75 m. A l'inverse, si on connaît la hauteur à laquelle a été prise une photo, ici 3,50 m sur l'escalier qui mène de la Victoire de Samothrace à la galerie Daru, un calcul similaire permet de connaître la taille de n'importe quel objet ou personnage entièrement visible sur l'image. Les 3,50 m séparant le bas du piédestal du gladiateur Borghese de la ligne d'horizon occupent un segment de 800 pixels sur l'image,
et les 385 pixels de la statue permettent d'en calculer la hauteur, en gros 1,69 m, comme nous le confirme Wikipédia par ailleurs. Un calcul similaire nous donne la taille de la petite fille au manteau jaune, 1,55 m, ainsi que celle du grand vase avec son piédestal, 2,35 m. La ligne d'horizon et la hauteur des objets sont donc intimement liées, mais ça se complique si le sol n'est pas plat. Remarquez que jusqu'à présent, toutes les photos de cette vidéo ont été prises sur un sol plat. Si quelque chose ne va pas, si les différentes distances entre sol et ligne d'horizon sont incohérentes, c'est le sol qui n'est pas plat, comme sur cette photo d'une rue en pente, la rue de la Brèche-aux-Loups à Paris, où il est très difficile d'évaluer la hauteur des objets au niveau de son croisement avec le square Georges Contenot. C'est compris, sur un sol plat, déterminer la position de la ligne d'horizon permet de connaître la taille de tous les objets visibles, mais si la taille connue des objets ne colle pas avec la position de la ligne d'horizon, c'est le sol qui n'est pas plat. Visitant New York en avril 2015, j'ai profité d'une de ces matinées où le ciel est incroyablement calme et pur pour prendre des dizaines de photos des terrasses du Top of the Rock, le building le plus haut du Rockefeller Center. La tour fait 260 mètres de haut, mais comme elle n'est pas les pieds dans l'eau, je pense que j'étais entre 265 et 275 mètres d'altitude, disons 270 et n'en parlons plus. Ce qui est pratique avec New York, c'est que tout y est plus ou moins carré, en tout cas en ce qui concerne l'architecture et l'urbanisme, et on peut donc utiliser les arêtes des buildings pour tracer des lignes de fuite, le point de fuite et la ligne d'horizon. Examinons ce que nous voyons au loin dans ce rectangle d'exactement 1920 sur 1080 pixels pour ne pas rééchantillonner l'image. On peut reconnaître les Tracey Towers qui dominent le Bronx, et leur alignement avec Top of the Rock permet d'identifier les bâtiments juste derrière, comme les gratte-ciel de White Plains, à 36 km de Manhattan, mais la focale de 34 mm utilisée ne permet pas de distinguer correctement les détails. Par le plus grand des hasards, une des photos prises quelques minutes plus tard, à une focale de 70 mm, englobe la zone qui nous intéresse avec une meilleure résolution. Voici un agrandissement sans rééchantillonnage sur les Tracey Towers et White Plains. Ça manque encore de détails, il faut agrandir, cette fois avec rééchantillonnage pour se faire une idée de la skyline de White Plains. Wikipédia en anglais nous apprend que White Plains est à une altitude de 65 mètres et que ses deux plus hauts gratte-ciel, The Residences at the Ritz-Carlton, ont respectivement une hauteur de 150 et 138 mètres. Le plus haut culmine donc à une altitude de 215 mètres, 65 plus 150, soit 55 mètres plus bas que les terrasses du Top of the Rock. Même à cette distance, on peut clairement identifier leur base, à 65 mètres d'altitude donc, et leur sommet, 150 mètres plus haut, à 215 mètres d'altitude. Mais alors qu'on s'attendait à un écart de 55 mètres entre leur sommet et la ligne d'horizon pour atteindre les 270 mètres du sommet du Top of the Rock, la perspective permet d'évaluer cet écart à en gros 155 mètres, ce qui place la ligne d'horizon à 370 mètres environ, soit 100 mètres de plus qu'attendu sur une terre plate. Je vous laisse un instant pour vérifier les calculs. Voyons ce que cela nous donne sur un schéma de profil. Des terrasses du Top of the Rock, la vue se perd à l'horizon dans les collines du Connecticut, à une altitude et une distance inconnues. Sur une terre plate, on s'attend à ce que la ligne de visée garde une altitude constante. D'autre part, il n'y a aucune raison pour que les règles de la perspective constatées à courte distance, par exemple dans la galerie Daru au Louvre, ne soient miraculeusement plus valides à 36 km, et ces règles permettent de situer la ligne d'horizon au niveau de White Plains à une hauteur de 370 mètres. Et alors qu'on s'attendait à un écart de 55 mètres entre la ligne d'horizon et le sommet des plus hauts gratte-ciel de White Plains, on constate que cet écart fait en gros 155 mètres, soit 100 mètres de plus. Et curieusement, ces 100 mètres coïncident assez exactement
avec ce que la courbure d'une sphère de 6350 km de rayon provoquerait à 36 km, comme le confirme ce calcul trigonométrique de base, accessible à tout collégien en classe de 3e. Oups, c'est chaud. Je vois plusieurs qui décrochent. Je leur laisse un instant pour digérer. Alors, si ça se trouve, le problème n'est pas là, mais bien là, dans l'hypothèse que la Terre serait plate. C'est ballot, on a beau dire, on a beau faire, cette Terre refuse obstinément d'être plate. Merci de votre attention.